Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevege, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour un épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et des séries. Précédemment, nous avons débattu du colorisme dans le cinéma avec le film Passing. On a aussi discuté en début d'année à propos de la 5e saison d'Insecure. Et il y a 2 semaines, la brillante Eusanne Palsy nous a accordé une masterclass d'anthologie que vous pouvez retrouver sur la page Clubhouse du Ciné Club Afro. Ce soir, nous allons discuter de la série Colline en noir et blanc, co-créée par Ava DuVernay et Colin Kaepernick. Je suis Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mevege, journaliste et critique ciné. Bonsoir à tous, bonsoir Samba. Et bonsoir Bakary. Et je préviens tout de suite, j'ai oublié de présenter notre invité du jour. Exactement. Bakary Sako. Plein de casquettes, hein, mais aujourd'hui, la casquette qui nous intéresse, c'est qu'il est président de Panagon, qui est une agence de conseil dans le domaine du sport et de la culture. Voilà. Et donc, évidemment, ça l'intéresse beaucoup, la question de l'engagement, la question du sport, la question des marques, vu que c'est son terrain. Et il va pouvoir nous faire part de son expertise. Bonsoir Bakary, est-ce qu'il est là? Bakary, en bas à droite, tu peux ouvrir ton micro. En bas à droite. Ah. Bakary, bonsoir les gars. J'espère que vous allez bien. Ça va, nickel. Tout va bien. Super. Alors, donc je préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Donc au sommaire, présentation de la série et du contexte de sa sortie. Ensuite, vous pourrez monter on stage pour partager votre analyse de la série, nous expliquer pourquoi vous l'avez adoré ou pourquoi vous l'avez détesté. Et ensuite, le grand débat du jour. Est-ce que l'activisme et le sport business sont 2 choses compatibles? Et on terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Donc, Colline en noir et blanc, c'est une série qui est inspirée de la vie du joueur de football américain Colin Kaepernick, qui on découvre dans ses années lycée, c'est sa lutte acharnée pour intégrer une université où il pourrait lancer sa carrière au poste de quarterback. Et hélas, les préjugés de l'époque font qu'on a du mal à confier un poste de ce type à un jeune noir. Et donc, on lui propose plutôt d'aller vers le baseball, qui est un sport qu'il apprécie, mais sans plus. Et donc, on va voir comment il se dépatouille de ça. C'est une série donc, qui est inspirée de faits réels, à laquelle le footballeur américain lui-même participe, on voit dans la série assez régulièrement. Essimi, pourquoi Colline en noir et blanc, c'est une série qui fait événement? On va déjà revenir à la genèse de cette série, qui est tout d'abord le fruit d'une rencontre entre la réalisatrice et productrice Ava DuVernay et Colin Kaepernick. Il y a eu beaucoup de discussions entre eux. C'est quelqu'un qui a toujours soutenu dès le départ, dès qu'il a commencé à poser un genou à terre pendant l'hymne national américaine à l'été 2016. Elle a été parmi les premières personnalités à le soutenir, au même titre que Barack Obama et du sportif, le basketteur de la NBA, LeBron James. Donc, il y a eu cette rencontre, ils ont discuté. Lui, il voulait qu'on parle un peu... il était intéressé pour explorer sa jeunesse. Elle, ça lui convenait parce qu'elle ne voulait surtout pas faire un biopic, sachant que au fil et à mesure de leur discussion, Colin Kaepernick aussi souhaitait, aussi a des souhaits de devenir acteur et de devenir producteur du film. Voilà en partie comment
est née cette série de Colline en noir et blanc. Ce qu'on peut dire aussi sur cette mini-série, c'est que, comme tu l'as dit, elle mélange le documentaire et la fiction, et elle expose les profondes racines du racisme dans l'univers du sport et dans la société américaine en général au début des années 2000. Comme Colin Kaepernick, c'est quelqu'un qui est né en 87, donc à la période de son adolescence, on voit très bien, notamment dans l'épisode 1, les années 2000 aux États-Unis, ce que c'est qu'être un noir, qu'être un jeune adolescent noir au début des années 2000. C'est une série qui est très didactique. Elle est réalisée à la manière d'une sitcom. Enfin, je pense, afin de sensibiliser les plus jeunes sur la question du racisme et des injustices en fait. Et la conclusion, c'est assez efficace. Et je pense que c'est pour ça que c'était ciblé essentiellement pour la jeunesse du monde, en fait, pour bien expliquer le mécanisme, l'enfance, et d'où l'origine et d'où partent les convictions politiques de Colin Kaepernick. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la série et sa genèse. Et ma première question va justement à notre invité Bakary. Toute simple. Qu'est-ce que tu as pensé de la série Colline en noir et blanc de Ava DuVernay et de Colin Kaepernick? Je pense que c'est une série parmi d'autres supports de partage de connaissances, d'éducation, de patrimoine, c'est-à-dire d'héritage, qui vous vaut complètement la peine. La, la, la chose sur laquelle j'appuierai sur ton propos, c'est ce mélange entre mi-documentaire et mi-fiction qui retrace la jeunesse d'un athlète qui a marqué son temps et son espace et qui, j'espère, continuera à poursuivre son œuvre. C'est un support un peu spécifique. Il y a énormément de sens dans la dynamique de cette série. Et moi, il y a 6 épisodes, dès le à la fin du troisième épisode, ma réaction, elle a été, en fait, peu importe que l'on trouve que le sujet ait été traité jusqu'au bout ou pas, ce que ça me faisait ressentir là tout de suite, du haut de mes 40 ans, c'est que ce documentaire t'amène sur la question de la confiance en soi. Et ben, pile poil, dernier épisode, fin de la série, c'est précisément les terminologies qu'il utilise, que j'accompagne, je soutiens et je fais en sorte que la communauté noire et la jeunesse noire mondiale, afro-mondiale, puisse prendre et avoir confiance en elle, faire ses choix, décider de ce qu'elle veut et éviter, c'est tout le long de la série, c'est très intéressant, ce côté son ami blanc, son ami noir lui reviennent de temps en temps auprès de lui, arrête de pleurnicher, fais pas le pleurnichard. T'es quelqu'un qui prend des décisions, qui sait ce qu'il veut, qui a confiance en lui et ne perd pas cette confiance à cause de l'adversité. Donc j'ai trouvé cette subtilité très intéressante entre documentaire et fiction et positionnement de comment, parce que pour le coup, oui, ça touche un jeune noir, oui, la thématique concerne la communauté noire principalement. Cependant, un jeune blanc, un jeune asiatique, un jeune indo-pakistanais peut se retrouver dans cette idée, dans ce concept de confiance en soi et de toujours être déterminé. Et donc, à la fin de ça, effectivement, on voit bien la question du privilège d'être blanc, mais la finalité, c'est vraiment ce sujet de confiance en soi qui m'a séduit, mais qui est traité différemment de ce qu'on peut découvrir comme support autour de cette thématique. Merci de ta réponse. Alors, je voudrais rajouter, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est qu'il y aura un documentaire sur Colin Kaepernick, sur l'ensemble de sa vie et le fait qu'il a été quarterback au San Francisco 49ers. Ce documentaire sera réalisé par Spike Lee et ce sera pour la chaîne ESPN. Merci pour ton intervention. Samba, tu as quelque chose à rajouter, ton point de vue, avant qu'on laisse la parole à nous ouais, bah c'est vrai que au départ, c'est vrai que j'ai regardé ça, ça avait l'air un peu simplet comme série. C'était un peu comme une sitcom. T'as pas pensé que c'était comme une sitcom un peu? Ouais, je sais pas si sitcom, mais
au départ, elle lui dit bon, on n'arrive pas sur de la grande télévision, mais en fait, c'est comme tu as dit, c'est didactique, c'est-à-dire qu'on nous prend par la main et on nous explique les choses, on nous accompagne en fait dans cet univers qu'on connaît pas forcément tous en plus, et que c'est vraiment très grand public quoi, comme série. On essaye de pas être dans des trucs trop hardcore. On aborde le racisme, mais on y va quand même doucement. Oui, Voilà, ça vise un ça public large, comme va, je l'ai dit, voilà, hein, c'est fait c'est pour pas la assez jeunesse radical. en général. Mais en fait, au final, tu sais, vu qu'il y a le regard du jeune qui est quand même principal dans la série, on est vraiment du point de vue d'un jeune. Et effectivement, quand on est jeune, on voit pas aussi forcément les choses de manière brutale. Parfois, on comprend pas exactement les choses qui se passent. On comprend qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on n'arrive pas forcément à poser les mots. Donc, ça passe bien du coup avec ce point de vue-là. Et au final, c'est quand même assez mignon, quoi, je trouve surtout. On est assez vite attendri là. Le jeune, c'est quoi? C'est Michael Jaden, je crois, c'est ça, Ouais. Qui joue le rôle. Voilà, il est quand même assez attendrissant. Il porte bien le personnage, même s'il va encore une fois, il fait un peu naïf, un peu simplet, mais voilà, il est attachant quand même. Et j'ai regardé la série vraiment très, très, très vite. C'est vrai qu'en plus, je crois que du coup, c'est un 87, donc c'est la même génération que moi. Donc Mhm. j'ai vu les mêmes références avec lesquelles j'ai pu Ah, rentrer à disséminer tout au long de la série. Et au final, j'ai quand même passé un agréable moment. Et voilà, donc ouais. je la recommande quand même. Voilà, c'est Mhm. pas de très très grande qualité, mais c'est un truc qui Je se pense que regarde quand c'était même. pas le but, c'est Ouais. la mise en scène. Comme je dis, c'était tourné de la manière d'une sitcom. Je pense que le plus important, c'était de faire passer un message, en fait, comme l'a très bien Mm. expliqué Bakary. Surtout que le point très important de la série, c'est un métis qui a été adopté par une famille blanche, et ça, on le voit très rapidement. Il Ouais, découvre en on fait voit ce sa côté négritude et la bisounours, culture quoi. afro-américaine, Ouais, notamment dans le ouais. premier épisode, que Mm, je mm, trouve qui est le meilleur des six pour moi. C'est cette découverte de ses origines, en fait. mm, mm. Donc voilà. Du coup, Maintenant, ceux qui sont dans la qui sont exactement. montés, donc Françoise en premier. Toi, tu as regardé la série, qu'est-ce que tu en as pensé? Bonsoir à toutes et à tous. J'ai regardé la série assez en retard, pour pas dire aujourd'hui. Et, C'est pas grave. et en fait, j'étais assez déçue. Donc, ça va être assez court ce que je vais dire. J'étais assez déçue. Moi, le traitement, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. C'est marrant, Issimi, ce que tu dis. C'était pas le propos, le traitement qui était apporté. Parce que ce qui était important, c'était le message. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le traitement, que ce soit d'un film, un documentaire ou une série, je trouve est assez important pour te tenir engagé sur le message et sur le propos. Et moi, j'ai pas du tout aimé le traitement. Je trouve que je crois que j'ai fait 3-4 épisodes pas super concentrés, mais j'ai pas du tout accroché en fait. Je trouve que c'est trop lent, que c'est trop. Je suis pas sûre que j'ai besoin d'être attendrie par des sujets aussi graves de société et historiques. Au contraire, je trouve que ça manquait de prise de position beaucoup plus violente, est peut-être pas le mot, mais beaucoup plus tranchée. Et le fait que que Kaepernick il soit dans la narration m'a un peu dérangée. Donc moi, j'ai pas accroché du tout. Donc j'ai hâte d'écouter le débat parce que en tout cas la série, pas fan. Non, mais ça se défend, hein. Franchement, Ouais, je tout à fait, ça se suis tout à défend. Hein, fait. C'est c'est un point de vue, et c'est vrai que on peut se dire que ça aurait pu être plus, surtout venant avec quelqu'un comme Ava DuVernay, donc qui est quand même pas, qui n'a pas à craindre de faire des choses, des films ou des séries coup de poing. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer quelque chose de plus agressif, ou en tout cas plus punchy. Mais c'est comme je le disais dès le départ, je pense que c'est un parti pris de vouloir cibler tout d'abord la jeunesse. Donc, et de faire, comme je te dis, une manière de sitcom et de faire ce genre-là, en fait. De ne pas trop les effrayer, d'aborder des questions importantes du racisme et des violences policières et des injustices,
d'une manière assez légère, parce que c'était le but dès le départ entre Ava DuVernay et Colin Kaepernick, qui a quand même une image à la base très clivante. Je dirais pas controversée aussi, mais très clivante en fait. Donc je pense qu'ils n'ont pas voulu trop effrayer le public et s'adresser principalement, comme le disait Bakary, à la jeunesse de la diaspora noire et à la jeunesse du monde entier en fait. Donc voilà. Alors, Pour finir, et c'est intéressant ce que tu viens de dire, Essimi, donc voilà, ça manque peut-être de parti pris. Alors à qui tu t'adresses? Est-ce que tu t'adresses aux personnes qui sont racistes pour leur faire comprendre que c'est pas normal, ou est-ce que tu t'adresses, et comme le disait peut-être Bakary, à une certaine population pour leur faire comprendre qu'il faut qu'elles croient en eux, qu'elles ont confiance en elles, etc., etc. Voilà. Moi, je pense que ça s'adresse. Il y a un message pour la diaspora, la jeunesse issue de la diaspora noire, et je pense la jeunesse en général, pour ceux qui ne, et pour les naïfs en fait. Ceux qui n'ont pas très bien, qui ne connaissent pas véritablement les États-Unis et ce qui se passe. Parce que comme je dis, c'est didactique. Donc nous, par exemple, certaines personnes vont trouver ça assez léger parce qu'ils connaissent les enjeux et tout ce qui se passe aux États-Unis. Mais je pense que le public à qui s'adresse ce documentaire n'est pas suffisamment informé par rapport à une certaine catégorie de personnes. Et je pense que c'est ce public-là que visaient Ava DuVernay et Colin Kaepernick. Alors, il y a Smooth. Et après, c'est Fabrice. Et ensuite, c'est Atisso. Smooth. Bakary aussi, tu peux intervenir si tu as des choses à rajouter. Oui, bonsoir tout le monde. Merci. À toi, Smooth. Yes, eh bien, je comprends le point de vue de Françoise sur le côté militant, qu'elle aurait préféré que ce soit plus militant. Moi, j'avoue, j'avais pas aucun a priori, j'attendais rien, j'étais en pleine découverte et moi je l'ai pris un peu comme le ton, bon, on est tous à peu près de la même génération, le ton qu'avait le Prince de Bel-Air à l'époque, le côté, il y avait des messages, accepter sa différence, oui, côté sitcom vraiment, avec des petits messages militants, mais juste ce qu'il faut qu'il doit comprendre, ceux qui se sentent pas concernés, ben ils se sentent pas agressés, enfin c'est subliminal en fait. Et moi ce qui m'a intéressé, c'est que bon, pour être honnête, moi je suis pas la NFL, je la suis que lors des finales, hein, pour généralement la mi-temps. Moi j'avais commencé à l'époque comme beaucoup avec Michael Jackson pour la période Dangerous, et puis après je suivais à chaque fois jusqu'au Nipplegate et compagnie. Mais en vrai, je suis pas un spécialiste de la NFL, et lui, Copernic, je l'ai découvert comme beaucoup, dans les faits divers, oui, le gars qui est militant, qui se met à genoux, le poing levé pendant les matchs et tout, et ça m'intriguait. Je me disais, c'est qui? Et cette série m'a permis de connaître son histoire. Je savais pas qu'il avait été adopté. Chose qui m'a impressionné, je ne savais pas. Et pour moi, le militantisme, en fait, il est plus dans ça. C'est de croire en son truc et pas lâcher l'affaire, de voir qu'il avait des facilités pour le basketball en professionnel, pour le baseball en professionnel. Moi, ça m'a impressionné, je ne savais pas ça. Et que contre vents et marées, il a créé son truc. Et ça m'a impressionné parce que chaque fois, je pensais pour Rick Got Game avec Spike Lee, justement, où toutes les universités, oui, viens dans telle université et tout pour le basket et tout. Lui, personne veut de lui pour le football, et il lâche pas l'affaire. Et surtout, excuse-moi de te couper, pourquoi il lâche pas l'affaire? Parce qu'il joue un poste stratégique, le quarterback, c'est lui qui mène le jeu, qui lit le jeu, qui annonce les combines, et ça. Voilà, et que les Blancs, Tom Hardy, tout ça et compagnie, et que l'air de rien, il y a un petit règlement de compte, ça place des petites punchlines sur ça. Donc ça m'a fait sourire, et je me dis, mais c'est vrai que c'est chaque fois quand il y a les finales de la NFL au Super Bowl. C'est vrai que c'est toujours les Blancs, les superstars de service, et le quarterback, c'est la superstar, quoi. Et j'ai mieux compris, en fait, pourquoi, sous le ton du sitcom, comme ça, c'est subliminal. Et puis bon, son débat avec Spike Lee et autres va sûrement enfoncer le clou. Enfin, moi, je le prends comme ça. Je me dis que c'est une première couche. Le côté narration, ça peut déranger, comme je trouve ça fait un style qui m'a pas déplu, honnêtement, car de la série en elle-même, je m'attendais pas à un truc super militant, c'était plus de découvrir son histoire, en fait. Moi, je l'ai pris comme ça, en fait.
Ok, merci Smooth. Fabrice, bonsoir Fabrice. Ton Bonsoir. point de vue sur la série? Bonsoir à toutes et à tous. Mon point de vue de la série, en fait, effectivement, c'est de la docu-fiction. Et pour rejoindre ce que Françoise disait, c'est-à-dire qu'en termes de narration, c'est très très simpliste. Mais là où je vais aller à contresens, c'est que je pense que ils avaient deux cibles quand ils ont fait ce document, enfin ce docu-fiction. Les deux cibles, la première, je l'ai vu comme un manuel. Exactement, comme, un manuel et une façon de déconstruire certains mécanismes pour que les jeunes, d'un côté, les jeunes noirs, puissent comprendre certaines choses. Et de l'autre côté aussi, je pense que ça s'adresse aussi à la population caucasienne américaine, parce qu'on le voit à travers il a mis beaucoup d'importance sur la relation avec ses parents qui sont blancs et qui ne comprennent pas du tout ce que c'est que d'avoir un enfant noir. Déjà, il y a plein de thématiques, excuse-moi de te couper, Voilà. il y a plein de thématiques qu'on pourrait développer. Nous, on a pris le débat sur l'activisme et le sport business sont-ils compatibles, mais on aurait pu faire le colorisme, le fait qu'une famille blanche adopte un noir sans connaître la culture afro d'origine. Il y a plein de thématiques qu'on aurait pu aborder. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont restés superficiels, parce que c'était juste de montrer, déconstruire certains mécanismes. On voit toutes ces choses avec le racisme latent, avec ces petites phrases que les Américains n'aiment pas entendre quand on te dit « boy, mon garçon, je vais t'apprendre la vie », toutes ces choses-là. Et donc, je pense que moi, je l'ai vraiment vu comme un documentaire, mais manuel de comment vivre quand on est jeune noir aux États-Unis et comment voir les petites choses, tout ce racisme latent, insidieux, toutes ces choses-là un peu qui sont montrées dans le film. Et je pense vraiment que ça s'adresse essentiellement, moi, à un jeune public. Je l'ai pris comme ça. Ensuite, à un public mondial, non, j'y crois pas, parce que les Américains, généralement, sont très nombrilistes, mais ils ont des problèmes à régler, et je pense que ça participe à aller dans le dialogue, dans la compréhension, puisqu'il aurait voulu parler de militantisme et d'activisme, il aurait parlé plus de sa période de NFL, justement. Là, tout se passe avant qu'il soit pro, et comment il arrive, comment il découvre l'univers, en sachant, par exemple, que aux États-Unis, quand on a 14 ans, ça se passe en plus à partir de cet âge-là. Ouais. Les parents font toujours la fameuse talk avec leur garçon. Il n'a pas eu tout ça, donc il l'a découvert d'une autre façon. Et je pense que c'était... je vais rester là-dessus. Vraiment, pour moi, c'était un manuel de déconstruction du racisme, d'une forme en tout cas de racisme aux États-Unis. Mais tu penses pas que ça visait la jeunesse plus large pour mieux découvrir comment il s'est construit politiquement ou en tant qu'homme noir? Tu penses que toi, c'est uniquement que ça concerne uniquement les Américains? Oui, ça, clairement, moi je pense que ça concerne, c'est uniquement à la base. Alors après, oui, à la base, oui. À la base, je pense que c'est uniquement les Américains. Après, il y a effectivement le message qu'on retrouve dans la jeunesse, c'est croyez en vous, ne laissez personne tracer votre route à votre place, parce que ça, on le voit bien. Mais en fait, il y a tellement de choses, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs couches qui se superposent. Mais en tout cas, dans le... on a été coupé. C'est Eros, mais j'ai coupé son micro. Non, mais Fabrice, t'as pas fini ton propos, si tu pouvais ouvrir ton micro. Fabrice? Non, en fait, je parlais, j'avais pas vu que mon micro avait été coupé, que je pense qu'il a coupé le micro, il a coupé le mien aussi. Samba, comment? Et non, il n'y a pas de problème. Vas-y. Voilà, je disais que il y a tellement de messages à plusieurs niveaux, mais je parlais de la narration. La narration est tellement simple que c'était vraiment je pense que ça s'adresse vraiment à un public jeune, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas Netflix, ça passerait sur une chaîne jeunesse aux États-Unis, parce qu'il n'y a rien pour accrocher un public d'adultes, de personnes qui ont qui font face à l'adversité, qui ont des vrais problèmes plus gros que ça. Là, on reste dans une couche assez légère pour à la fois pour pas vexer les Caucasiens, parce qu'il a quand même beaucoup fait parler de lui, et en mal, les gens ont brûlé ses maillots, il a été agressé dès que on nommait Colin Kaepernick, c'était des
discours à n'en plus finir. Et donc, je Haineux pense, même voilà, de Trump. haineux. Ouais, voilà. Bah, je vois même, moi, sur certains réseaux sociaux, j'ai fait un jour, j'ai fait une citation pour Capernic, et j'ai tous mes amis américains, puisque j'ai été à l'école là-bas, et j'ai tous mes amis américains qui me sont tombés dessus, surtout les Caucasiens, et parce que pour eux, c'était vraiment l'homme à abattre. Donc je pense Ah ouais, qu'il effectivement, ouais. il n'a pas voulu rentrer là-dedans, il a voulu peut-être montrer un visage plus pacifique, entre guillemets, histoire de toucher les plus jeunes avant de... Parce que les autres, c'est plus la peine, tout le monde a déjà son opinion, passé un certain âge en tout cas. Ouais. Merci, merci Fabrice. De rien. Alors la parole est à Tissot, et après c'est Eros. Bonsoir, oui, bonsoir à à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Ton point de vue. Je vais être assez simple. Hein. C'est un film, c'est plutôt une série que je trouve un peu simple en vérité. Évidemment, sur la forme, moi, j'étais pas du tout emballé. Je trouve un peu le format un peu hybride et un peu mal fichu en vérité. Et ça m'a surpris en fait de la part donc de la productrice et initiatrice du projet. Même si on parle à la fois donc de documentaire et de fiction, l'aspect documentaire, c'est plutôt la manière où Capernic commente. Alors excuse-moi Tissot, je ne sais pas où tu es, on a du mal à t'entendre. Alors je ne sais pas. Peut-être parle plus fort, peut-être. Ouais, parle plus fort, peut-être. Ouais, là vous m'entendez mieux? Ouais, ça va un petit peu mieux. Ouais, ça va un petit peu mieux. Je disais oui, c'est peut-être par rapport à l'aspect documentaire, en fait, on le sent surtout au niveau, peut-être, sur la manière où Capernic décrit ou commente, en fait, son parcours ou donne des propos assez généraux. Mais sinon, fondamentalement, ça reste de la fiction. Ça reste de la fiction. Et donc, cette fiction, elle est plaisante quand elle est bien documentée, c'est-à-dire quand il raconte effectivement toute son adolescence, toute sa découverte, en tout cas, donc, de sa négritude. Ça c'est plaisant à voir et c'est très didactique comme tu le dis, c'est même très pédagogique, mais voilà, c'est pas forcément une œuvre un peu plus de grande fort. qualité quoi. Voilà, c'est pas forcément une œuvre de grande qualité pour moi. D'accord. Voilà ce que je peux dire en tout cas sur cette mini-série. Merci à Tissot. On passe la parole à Eros. Bonsoir tout le monde, désolé pour le petit embêtement tout à l'heure, c'est les joies d'avoir une super émission aux heures où on fait à manger pour les enfants. C'est vrai, où ils ont faim, les enfants. Mon fils me dit qu'il a faim. Non, d'abord, encore une fois, merci parce que la qualité du Club Afro, c'est quelque chose de rare, il faut le rappeler. Un espace comme ça où on peut discuter tranquillement et de la qualité de production cinématographique et de leur impact transatlantique, puisque désormais, dans un monde globalisé, cette série, elle peut être vue à Dakar, elle peut être vue à Sarcelles ou à Atlanta. Et vraiment, je tenais encore à vous remercier pour la qualité de vos débats. Moi, je suis un peu comme Françoise, je reste sur ma faim, moi, je reste... comment dire, j'ai pas aimé. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai pas aimé. La série, elle est très bien réalisée. Pour ce que j'en ai vu, vraiment, elle est très bien réalisée. Elle est bien écrite. L'acteur principal que est évoqué Samba joue avec une extrême qualité. Mais en fait, je n'ai pas su me départir de deux sentiments. Parfois, une sorte de vraie gêne. J'étais gêné gêné pour les parents de Copernic. C'est-à-dire que je ne voyais même plus les acteurs, mais je voyais les parents de Copernic qui, durant toute son adolescence, son enfance, ont accepté ces micro-agressions, ont eux-mêmes causé des micro-agressions, et qui ne voyaient pas, en dépit de l'amour qu'ils ont pour lui, le racisme qu'ils subissaient et le racisme auquel eux-mêmes ont contribué. Et moi, justement, qui suis un papa, c'est toujours dur parce que dans la communauté des pères et la communauté des parents, de voir des parents qui n'arrivent pas à comprendre ça. Et en ça, c'est très pédagogique. Le privilège blanc, c'est bien explicité. Ça, c'est le premier sentiment de malaise. Et justement, l'autre sentiment, c'est parce que je pense que la série n'était pas faite pour moi. Je suis un homme noir, engagé sur ces questions-là. Et cette série-là, moi, elle ne m'a jamais touché. Puisque justement, pour moi, elle est vraiment à la tension des
les Américains plutôt blancs. Je sais même pas si c'est pour les jeunes noirs. Enfin oui, il y a un côté comme ça, empowerment, réussite, mais qu'on trouve dans plein d'autres films noirs. Mais la puissance d'un When They See Us, par exemple, qui va me toucher dans mon émotion, dans ce que je suis, dans ma particularité, dans mon identité, ben là, je ne l'ai pas trouvé. Je ne demande pas à ce que chaque série ou production d'Ava DuVernay soit du même acabit. Mais en tout cas, moi, c'est un objet émotionnel non identifié qui ne m'a pas touché. Et donc, à la fin, il faut le voir. Tu n'étais peut-être pas la cible. Oui, c'est ça justement. Je pense que je n'étais pas la cible. Donc, il faut vraiment laisser ce produit pour tout le monde, et surtout pour celles et ceux qui en ont besoin. Un peu comme le documentaire de Mabankou. Il n'était pas l'attention des Noirs, l'attention de ceux qui ne connaissent pas trop la lutte, Exactement. qui ne connaissent pas les enjeux. Et le côté sitcom, oui, mais comme justement j'étais mal à l'aise parce que, par contre, quand on l'arrête par la police, derrière une arrestation, quand il conduit, son père lui dit boy, comme disait Fabrice, derrière ça, il y a eu tellement de morts d'hommes noirs et de femmes noires. Je peux pas, le côté sitcom, justement, il y avait une sorte de dissonance cognitive entre ce que ma chair d'homme noir ressentait et ce que mes yeux d'amateur de cinéma voyaient. Et donc, la sitcom, pour moi, elle sonnait un peu faux. Donc, je mettrais une note de 5 sur... Non, allez, 9 sur 20. 10 sur 20, c'est quand même Ava DuVernay. J'ai cru 5 sur 20. Voilà, mais voilà, cette série n'a jamais réussi à m'émouvoir. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, et je recoupe mon micro pour qu'il n'y ait pas mon fils qui vous dise qu'il a faim. Il faut le nourrir, ton fils, Eros. Ouais, écoute, c'est des cuisses de canard, si ça vous intéresse. Ah, puis j'adore le canard. Viens à la maison, reviens à la maison, Samba, reviens à la maison. J'arrive. Alors, parce que l'heure, elle tourne. Il y a Simone. Alors, Simone, est-ce que tu peux donner ton avis, mais rapide, parce que sinon, on ne va pas pouvoir aborder bien le débat. Donc, si on peut avoir des prises de parole rapides, comme ça, on enchaîne sur le débat rapidement. Salut, Simone. C'est à toi. Simone, tu nous entends? Simone, en bas à droite. Ah oui, je t'entends là. Salut. Moi, bonsoir, oui, je dirais que la série, c'est pour un public bien ciblé. Hein. Aujourd'hui, on le voit, le combat militant est difficile. Ne serait-ce que rien que ces jours-ci, il y a une jeune demoiselle à qui on a demandé d'enlever son maillot parce que son maillot de bain lors d'une compétition parce qu'elle portait Black Lives Matter. Donc à partir de là, du fait que ce soit difficile, je ne peux pas vous étendre dans une telle histoire, même si c'est Colin Kaepernick. Vous pouvez pas vous étendre. Et donc. D'accord. Sinon, qu'est-ce que tu as pensé de la série? Non, la série en général, elle est dans les standards d'aujourd'hui. Hein. D'accord. Elle est dans les standards d'aujourd'hui, mais il faut voir la société telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que le combat militant des sportifs noirs ne date pas d'aujourd'hui et mérite qu'on en parle un peu plus largement que rien que la série Colin Kaepernick. Voilà. Ok, merci. Je veux faire court parce que bon. Il y aura le débat, tu pourras développer un peu plus. Oui, une autre fois. Il y aura des débats. Oui, il y aura des débats. Bonsoir Céline, ton point de vue sur la série Colin en noir et blanc. Céline, tu nous entends? Oui, alors moi je voulais juste rebondir sur ce que disait Eros parce que effectivement j'ai eu le même sentiment quand j'ai vu le document film. Je comprenais pas à qui c'était adressé. Je pensais initialement que c'était adressé à des enfants parce que le film semblait un petit peu peut-être à une production de Disney. Mais totalement. Mais on a un problème de son avec toi, Céline. Tu nous entends? Céline? Bon.
Et Bon, notamment quand je... Ah ouais, Parce que Ah, on Céline, t'a pas entendu, ça s'est arrêté on limite t'a pas quand, entendu en fait. quand On t'as parlé t'entendait de pas. Disney, après on t'entendait plus. qui vivent dans un monde, voilà, qui sont partagés Visiblement, elle nous entre entend les pas deux. non plus. Pardon? Céline, tu nous entends? Ah Est-ce oui, que je vous Céline, entends. tu nous entends? Oui, oui. Non, parce que Ah. nous, on t'entendait pas bien. Donc après ta comparaison avec Disney, on t'entendait plus. Donc si tu peux répéter à Ah, partir de ta excusez-moi. comparaison de Disney. Non. Vas-y. Ah, Bon, on a un problème. désolé Céline. Ouais, on a un problème. Il disait que Alors, lui... ouais. Ah, bon. Je Ah. vous laisse et puis je Ouais, reviendrai. Ouais, on t'entend pas bien. Ouais, ça on marche. t'entend pas bien. Alors, on va passer au débat. Essimi, pourquoi tu penses que il faut s'interroger sur la compatibilité entre le sport business et l'activisme? Bah, je me suis interrogé par rapport à ça au regard de Colin Kaepernick, mais après j'ai réfléchi et je pense que Colin Kaepernick est un cas à part, malgré le fait qu'il ait mis fin à sa carrière de footballeur américain. Il a quand même bénéficié du soutien d'un sponsor, de la marque Nike et de grandes personnalités du sport et du showbiz. C'est ce qui a beaucoup changé par rapport à sa situation de sportif engagé. Sinon, il est très compliqué aujourd'hui d'être un sportif de haut niveau et d'avoir un engagement politique concernant la lutte contre le racisme et les violences policières, à moins d'être incontournable dans sa discipline sportive et de bénéficier de soutien influent, ce que ça a été le cas pour Colin Kaepernick. Comme je l'ai dit, Nike, Barack Obama l'a soutenu, des grands noms du sport comme LeBron James, Serena Williams l'ont soutenu. Donc c'est ce qui a contribué au fait que malgré qu'il n'ait plus de franchise pour jouer au football américain, qui continue à être une grande figure et un symbole de la lutte antiraciste. Car sinon, si on regarde aujourd'hui, pour moi, le seul véritable sportif qui a suivi un peu les pas de Colin Kaepernick, toute proportion gardée, mais c'est important ce qu'il a fait quand même, c'est le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, quand il a exigé justement que tous les pilotes de Formule 1 dans le paddock mettent un t-shirt fin au racisme, qui aussi mettent le genou à terre pendant les cérémonies d'ouverture de chaque Grand Prix, qui demande à Mercedes de changer la couleur de la Formule 1 qui était gris argenté et qu'elle devient noire, et qui tout son combat contre la lutte du racisme, qui a quand même fait grincer des dents chez certains pilotes dans le paddock, mais qui se sont tous inclinés à cause de ce que représente Lewis Hamilton dans la Formule 1 et le fait qu'il ait 7 titres de champion du monde. Mais sinon, mis à part ça, comme je l'ai dit, si tu n'es pas quelqu'un d'incontournable, et ça aussi, ça dépend aussi dans quelle discipline sportive, je pense que aujourd'hui, plus qu'aujourd'hui, la compatibilité entre un sportif activiste et le business du sport, ce n'est pas possible en fait. Donc voilà mon point de vue. Et j'aimerais avoir aussi le regard par rapport à cette question, ce débat de Bakary en fait, qui nous donne son regard par rapport à ça. Lui qui en plus est au cœur de ces questions-là en fait. Ouais. Tu es au cœur de ces questions-là. On essaye. Et c'est bien, moi, je dirais juste tout le contraire. Je pense que le sport peut être vecteur d'un véritable engagement pour des luttes antiracisme, féminisme, les questions d'éducation, d'écologie. Je pense que c'est une question de savoir-faire, d'organisation, de lobby, de structuration. Beaucoup, parce qu'ils ont été des people du sport, ont réussi dans leur reconversion à dominer par la question du sport l'impact sociétal. La Coupe du Monde, je vous donne quelques exemples rapides. Je parle, je réfléchis en même temps à mon propos. La Coupe du Monde au Qatar qui va se jouer prochainement. Le Qatar n'est pas un pays de sportifs. Ils n'ont donné naissance, je pense, à aucun athlète international. Aucun. Cependant, par le sport, ils se donnent un rayonnement international et ils en tirent des bénéfices qui sont de se positionner à l'échelle des nations avec lesquelles il faut
échangé aujourd'hui. Il se donne une image positive sur la scène internationale. Peut-être que demain, un athlète de haut niveau va naître de cette communauté, mais en attendant, ils font naître des entrepreneurs qui créent des structures à dimension internationale, des multinationales. Ils peuvent investir dans le PSG. En France, je vais donner quelques exemples comme ça rapides. En France, vous avez par exemple un athlète de haut niveau, très reconnu, David Douillet. David Douillet, dans sa reconversion professionnelle, il devient un homme politique, un ministre. Et en tant qu'homme politique, il a milité pour la cause du judoka, mais aussi pour discipliner et réorganiser la question des fédérations en France et tout. Je pense que un documentaire, un film, c'est ce que j'ai dit en introduction, j'ai été très rapide, et c'était très intéressant tout ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est que moi, j'ai pas regardé si c'était du grand cinéma ou pas. Vraiment, c'était pas ça. Les premières minutes m'ont impressionné de ce documentaire. L'épisode 1 m'a beaucoup impressionné. Et je me suis dit, oula, la question du lien qu'il a fait entre les sportifs de haut niveau aujourd'hui, les jeunes noirs, et l'esclavage, donc cette marchandisation du corps noir, j'ai dit ça, je sais pas où va aller ce documentaire, mais j'ai l'impression que ça va juste exploser et éclater. Finalement, c'est redescendu. Ça a commencé plutôt fort et c'est redescendu. Mais c'est là que je dis, je pense que la thématique principale, c'est la confiance en soi que l'on voit sur la partie fiction, tout en amenant quelques éléments sociologiques, des fois scientifiques, de le rapport que peuvent avoir le reste du monde, le regard qu'a le reste du monde sur la communauté afro-mondiale, afro-caribéenne, afro-américaine, la diaspora. Et je pense que aux États-Unis, ils sont plutôt à l'aise avec cette question de retour aux sources, donc du giving back, parce que quelque part, tu n'as pas le choix. La question du communautarisme des communautés aux États-Unis n'est pas une insulte. Elle est considérée comme une insulte en France selon qui prend la parole. Selon qui prend la parole. Oui, voilà, justement. Voilà. On se sent concerné en France par la question du Black Lives. On se sent concerné. Mais quel footballeur, quel basketteur français, quel boxeur français pourrait porter le t-shirt et le maillot en plein combat? Aux États-Unis, ils l'ont fait. Pendant la bulle, en plein Covid, les maillots étaient brandés Black Lives. Des prises de parole ont été faites. De la production a été organisée, des podcasts, des émissions, des magazines spé, exactement, des boycotts de produits. Et je pense que c'est pas, ça n'a. D'un côté, il faut être extrêmement dur. Et là, je m'explique aussi. Il faut être très dur et sanctionner. Exemple, dans les gens que nous touchons par rapport à notre agence en France, on a échangé avec un footballeur. Je ne peux pas donner de nom parce que c'est un peu le secret professionnel. C'est comme les médecins. On ne peut pas citer les noms. On a Cependant, là, Bakary, là, non, on peut pas citer les noms. Vraiment, je peux pas faire ça. Je peux le faire. Je peux le faire si vous avez aucun téléphone portable sur vous au bureau. Et là, je peux vous donner les dossiers croustillants. Mais un footballeur avec qui on a échangé nous dit non, je ne pense pas que tel joueur ou telle personne est un raciste. On dit le problème, il n'est pas qu'il soit raciste ou pas. On s'en fout de lui. C'est pas ça qui nous intéresse. Son propos est raciste et condamnable. Et donc, quand tu le défends publiquement et que tu dis je le connais profondément, et ce n'est pas un raciste, tu es en train de défendre un individu, et ça, c'est ton droit le plus absolu. Vous avez sûrement vos affaires entre vous. Cependant, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur la chaîne publique qu'il tient des propos qui, en France, sont considérés comme des propos qui sont condamnables. Et ça, c'est différent. C'est vraiment une question qui est très différente. Aux États-Unis, par exemple, on a comme client, chez nous, dans l'agence, NBA Cares. NBA Cares, c'est la partie fondation de la NBA. De la NBA. On est l'agence qui les représentons en France aujourd'hui et les premiers à les avoir accueillis sur une action sociale auprès de garçons et de filles sur les quartiers populaires. Cares, aux États-Unis, c'est un programme qui est rentré dans les mœurs. C'est une coutume. Les joueurs NBA, qu'ils soient très engagés ou pas, ils organisent tout au long de l'année des rencontres dans des quartiers populaires. Alors oui, peut-être que ça a l'air un peu gnangnan comme ça fait un peu bisounours, mais ils vont dans un quartier populaire et ils font vivre une expérience à des enfants qui peut-être que sans cette expérience, ils ne prennent pas la confiance en eux-mêmes. Ces opérations-là, elles ont l'air simplistes, c'est vrai, mais en réalité, ça donne, nous on le mesure aujourd'hui,
quand on a reçu LeBron James en 2018 à Paris, sur le 19e arrondissement, on a vu dans le regard de ces enfants-là, on a vu cet engouement, cette place qui leur a été donnée de la part de Nike, de la part de LeBron James lui-même, de venir chez eux, et que c'est pas LeBron James qui descend sur le 19e, c'est le 19e qui accueille LeBron James par sa jeunesse. Et ben, ça a permis à des enfants de vivre une expérience qui était unique, sans que ça soit un phénomène Père Noël. Et ce qui était intéressant, c'est que les jeunes qui étaient présents ce jour-là, les 500, 600, 700 jeunes qui étaient présents ce jour-là, la veille, ils ont regardé un documentaire qui retrace l'histoire de LeBron James, de ses amis et de sa mère, de ce qu'il est devenu aujourd'hui et de son action concrète aujourd'hui aux États-Unis et de ses prises de parole et de son conflit avec le président des États-Unis à un moment donné. Les écoles qu'il ouvre, la boîte de production qu'il monte, des amis d'enfance avec qui il est totalement lié aujourd'hui, et chaque ami d'enfance qu'il a dans sa team aujourd'hui joue une action concrète en termes de développement entrepreneurial. Et à l'intérieur, il favorise l'émancipation, l'émergence et le step-up de jeunes qui sont autour d'eux en finançant des bourses. Quand il crée une fiche de poste pour une mission précise, il facilite les jeunes de la communauté noire. Donc c'est du militantisme, c'est du positionnement. Et je pense qu'il faut de temps en temps, effectivement, être très dur et très ferme, parce que le propos qui a été tenu ou l'action qui a été menée est condamnable par les tribunaux. Et à d'autres moments, je pense qu'il faut aussi relativiser, dans le sens de se dire, un documentaire comme celui-là, cette série Netflix, peut-être pour nous, des adultes qui sommes sur le terrain, qui lisons, qui comprenons, et qui sommes aujourd'hui plus des pleurnichards, mais qui avons une action plutôt concrète dans la vie de tous les jours, il faut accepter à un moment donné que ça peut être utile à un jeune qui a 13, 14, 15 ans, qui ne comprend pas concrètement que sa maîtresse blanche, son coach, peut tenir des propos qui sont totalement racistes et discriminatoires ou discriminants, mais parce qu'il a regardé ce documentaire, parce qu'il a suivi le clubhouse du ciné-club afro, parce qu'il a participé à un moment donné à une toute petite réunion dans son quartier où il a écouté un podcast et ces terminologies ont été non seulement utilisées, mais ensuite interprétées pour qu'on comprenne bien que derrière ce propos qui est tenu, il y a une insulte et une discrimination, pour ne pas dire un positionnement qui est ultra raciste. Dans la rencontre qu'on a avec ces différentes entreprises avec lesquelles on travaille, beaucoup différentes entreprises, il y a de sponsors, de marques, de marques comme Nike et tout ça. Nike, Jordan, Red Bull, Renault, TF1, peu importe. On a une série de clients avec lesquels on travaille. Et des fois, l'année dernière par exemple, en 2020 plutôt, un de nos clients, une très grosse entreprise multinationale, nous dit, voilà les gars, on aimerait mener des actions dans le cadre du Black Lives, on aimerait que notre entreprise se positionne dessus parce qu'on ne sait pas faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie honnêteté pour le coup de la prise de conscience que on pense qu'on a contribué ou on a contribué des fois de manière structurelle, systémique, et des fois c'est de manière totalement inconsciente parce que vous savez, il y a le système, par exemple, quand vous sortez de la fac, d'université, il y a des critères des fois pour rentrer dans certaines entreprises, certaines multinationales. Si tu n'as pas fait telle ou telle école, c'est pas la peine, tu rentreras pas dans l'entreprise. C'est-à-dire que ce sont des critères ultra discriminatoires, discriminantes, mais si tu n'as pas fait tel type d'école qui est dans le top 3 ou dans le top 5 mondial ou française, tu ne bosseras pas dans telle entreprise. Et donc, on nous pose la question, voilà, on aimerait que vous nous accompagniez, donc c'est du consulting, sur comment se positionner sur ces questions-là de Black Lives, de problèmes de discrimination, d'accompagnement de la jeunesse. Et on leur a dit une chose très simple, ultra simple. 2 temps. 1, recruter, pour commencer. Vous avez des jeunes issus de ces quartiers, des jeunes de cette communauté, de cette diaspora, qui sont extrêmement talentueux. 1, recrutez-les, pour commencer. 2, puisque vous rentrez dans le système de l'RSE aujourd'hui et que vous voulez mener une action sociale, c'est très simple. Attribuer des bourses qui montent jusqu'à 10 000 euros par an, jusqu'à 5 ans d'études, ça veut dire 50 000 euros de prise en charge pour un jeune qui, au lieu d'aller à la fac et travailler au McDo le soir, il fera la plus grande école de France et à la fin de la journée, lui, au lieu d'aller bosser,
il rentre chez lui, il révise. Et le jour où il a besoin d'un stage d'études, stage de fin d'études, eh ben, soyez présent pour organiser votre réseau afin qu'il puisse travailler ou chez vous ou chez l'un de vos partenaires. Donc, ce sont des positions qui sont simples, qui n'ont pas besoin de créer des tensions, sauf quand, encore une fois, quand ça tombe sous le coup de la loi. Ok, merci Bakary. Donc on va ouvrir. C'est très bien. C'était très intéressant, très enrichissant et très inspirant ce que tu viens de dire. Donc on va ouvrir s'il y a des questions par rapport à ce que tu viens de dire ou par rapport à la thématique du soir. Je pense que Françoise, tu as quelque chose à dire, tu as des questions à poser par rapport à la thématique ou alors par rapport au propos de Bakary. Ouais, merci de me donner la parole. Il y a eu beaucoup de choses dans ce que tu as dit, Bakary. La fin du propos était peut-être pas forcément que sur le sport, était sur l'inclusion en fait globale, mais même si ça fait les deux sont très liés, mais ça m'a fait un peu hurler dans ma tête. Ça fait longtemps que ça m'avait pas fait ça, donc merci parce que ça fait du bien. Et moi, je suis toujours là pour discuter. Quand tu prends le Qatar, en fait, le débat, c'est quand même de se dire est-ce que activisme et sport, business sont compatibles. Et pour moi, le Qatar peut pas être la pire en fait des illustrations pour parler d'activisme en fait. Les pays du Moyen-Orient et tout ce que ça peut représenter, et les Émirats, en fait, tout ce que ça peut représenter sur les droits de l'homme. Et c'est juste. Donc, du coup, le lier à l'activisme, juste en gros et de façon très simpliste, parce que tu as de l'argent et que tu peux te permettre d'investir dans une coupe du monde ou de je ne sais quoi, parce que j'avoue que je ne suis pas trop le foot. Mais du coup, pour moi, le lien à l'activisme, c'est juste. Je pense qu'en fait, il voulait illustrer le soft power et le fait qu'en fait, tu peux faire passer des idées et des choses. Je pense pas que l'idée c'était de dire que c'était bien. Hein. En tout cas, effectivement. Bakary, il y a ça où j'aimerais bien te faire réagir là-dessus. Okay. Je trouve que là, quand on parle d'activisme, j'ai l'impression que là, on est beaucoup dans le clivage de noir-blanc, quoi. Et pour moi, l'activisme, ça va au-delà de noir-blanc. Et donc, en tout cas, moi, pour répondre à cette question, activisme et sport bis sont-ils compatibles ? De ma lucarne, j'ai l'impression que non, les athlètes ne font pas en tout cas preuve d'assez d'activisme. Je me souviens de cette room qu'on avait fait sur un super série que j'ai adoré, et peut-être parce qu'à la base j'adore le basket, qui était sur The Last Dance, sur Michael Jordan et les Bulls de Chicago. Et dans une des rooms, on avait justement évoqué le fait que Michael Jordan avait à un moment, on lui demandait de se positionner, de prendre position sur des émeutes, sur X, Y, Z aux États-Unis. Il avait mis beaucoup de temps à le faire. Et je trouve qu'au contraire, dans le sport, les gens se positionnent peu, en fait, de façon, encore une fois, tranchée, directe et radicale, parce que il faut pas décevoir les fans, le public, les sponsors, etc., etc., etc. J'ai découvert... j'ai regardé le documentaire, et ne me jugez pas s'il vous plaît, mais sur la femme, je crois, c'est qui ce joueur de foot, Ronaldo peut-être, bref. Neymar Non, il y a un docu sur la femme de Cristiano Ronaldo. La femme de Cristiano Ronaldo. Voilà, donc j'ai vu Neymar et j'ai vu Ronaldo. Neymar, très bien. La femme sur Cristiano Ronaldo. Voilà. Et en fait, j'ai regardé tout ce documentaire en me disant, mais en fait, il m'a l'air d'être homosexuel, Ronaldo. Et du coup... Donc, du coup, dans une discussion qu'on a eue avec une très bonne copine, on a eu cette discussion de se dire, mais en fait, ils ont fait ce documentaire et cette série juste pour détourner, parce qu'il y avait eu des choses qui étaient sorties dans la presse sur l'homosexualité donc moi j'ai découvert tout ça, je ne savais pas, sur l'homosexualité de Ronaldo, etc., etc. Et donc, la question, c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas. La question, c'est de pas juger, c'est pas ça le débat, mais c'est de se dire que si, en tout cas, on en parle et s'il y a des discussions, c'est que, effectivement, a priori, dans le sport, les gens s'assument pas forcément complètement parce que tout ce que ça représente derrière. Donc, tout ça pour dire que moi, je trouve que sur ces sujets d'activisme, et là, avec ce qui se passe, les Jeux Olympiques en Chine, les Jeux Olympiques d'hiver, où il y a des pays qui ont boycotté de ne pas aller en Chine. Alors après, ça peut être de la politique,
etc. Et on n'est pas forcément d'accord ou pas d'accord. En tout cas, nous, la France, on y a été et on était physiquement présents. Mais il y a des pays qui ont décidé de, entre guillemets, boycotter, donc de prendre parti. Et donc, tout ça pour dire que je trouve que ça va au-delà juste des questions de racisme de couleur. Et l'activisme vient de là de ça. Et moi, je trouve que dans le sport, malheureusement, il n'y en a pas assez, quoi. Et tu reprenais NBA Care. Moi, j'ai eu la chance d'être aux États-Unis dans un All-Star Game, donc de faire partie, quoi, d'aller de faire partie d'un programme NBA Care, aller repeindre des maisons pour des gens défavorisés. Et t'as ces joueurs de basket qui viennent et qui prennent juste pour les photos, qui à un moment se mettent un pinceau dans la main, font une conférence de presse et font croire qu'ils connaissent tout sur les habitants de la maison, ils font croire qu'ils ont passé toute la journée avec nous à repeindre une maison, mais tu regardes ça et t'as juste envie de vomir. Parce que c'est juste du business, effectivement, du sport business, que je peux comprendre, mais tout sauf de l'activisme. Donc, Bakary, j'aimerais bien te faire la voix. Là, Ouais. dans une patate chaude, là. Ouais, c'est intéressant, mais je pense que mon propos n'a pas été, j'ai pas su être juste dans mon propos, parce que j'ai réagi par rapport à ce qu'a dit Simi en disant que le sport, les sportifs, en tout cas le monde du sport, la politique du développement du sport amène à l'activisme, peut amener aux questions de lutte antiraciste, peut amener sur les questions de développement économique, peut amener vers le 7e art, peut amener vers les questions purement, il y a des écoles aujourd'hui de business du sport, le marketing dans le sport. J'ai donné l'exemple de David Douillet, c'est pas une question de noir ou pas noir. Je dis que dans la reconversion d'un homme comme lui, eh ben, il a à un moment donné eu les clés du fonctionnement du sport dans ce pays et il a joué un rôle très important. On avait Ramayad juste avant qui était ministre des Sports, mais qui n'a pas eu le même impact sur ces sujets-là. La question, elle est pas forcément de dire qu'il n'y a pas de lien entre activisme et sport. Les athlètes, nous, pour les suivre, ce ne sont pas des machines à penser, ce sont des machines performantes dans leur domaine. Ce sont des bac+15 dans leur domaine. Footballeurs, basketteurs, boxeurs. Je peux vous donner un nom d'un athlète. Ils vivent dans la société comme nous, ils sont sensibles à ce qui se passe. Effectivement, mais sauf que voilà. Donc, ils sont sensibles. Et je vous le dis, je dis, je ne peux pas vous donner de nom. Nous accompagnons des athlètes qui ne veulent pas figurer. C'est-à-dire qu'ils mènent une action sociale, ils ne veulent pas apparaître, et c'est des dessous de table. En France, ça fonctionne. Vous avez des athlètes qui, pour plein de raisons de business, de moyens, de réseaux, soutiennent sans se mettre au devant de la scène. Et ça, je l'ai appris en 2007, 2006, en revenant des États-Unis. Je rencontre, après à Paris, le doyen de l'université de Washington, donc le doyen d'Howard. Et lors d'un déjeuner au Mama Africa de la Porte de la Villette, il nous explique et il me raconte qu'aux États-Unis, un homme comme Michael Jackson et Bill Cosby ne pouvaient pas officiellement soutenir les causes de l'action sociale et des droits civiques devant leur public. Pourquoi? Parce que tous leurs labels, les majors et toute l'organisation de leur musique ou des téléfilms étaient tenus par des blancs. Donc, pour pouvoir soutenir des actions, ils les finançaient sans que leur nom soit mentionné. On peut dire c'est lâche, mais moi j'ai vu quoi dans cette histoire? J'ai vu des gens débloquer des situations. J'ai vu finalement et discrètement des gens faire une part de leur travail sans se considérer comme des prophètes tout-puissants qui peuvent régler tous les problèmes. Les sportifs ne sont qu'un mini pourcentage sur le nombre d'acteurs qui peuvent agir aujourd'hui dans le monde des injustices, des inégalités et de la question de trouver de l'équité. Les sportifs ne représentent qu'un minime, un infime pourcentage dans ce qui pourrait être généré. Je vous donne des choses qui sont très simples. Aujourd'hui, un athlète de haut niveau, en France, dans le football, dans le basket et tout, quand tu parles de haut niveau, un athlète de haut niveau. Chez les professionnels. Tu ne parles pas des stars, tu parles d'un athlète de haut niveau, tu ne parles pas des stars. Même les stars. Prenons les stars, les stars, LeBron James,
et ceux qui sont aussi en NBA, mais qui sont moins cotés, c'est-à-dire moins visibles. Mais ça reste des joueurs. Là, tu me parles des Américains, mais j'aimerais. Alors, les Français, prenons les Français. L'exemple français, ouais, en fait. Prenons Mbappé, prenons N'Golo Kanté, peu importe. Prenez les athlètes que vous connaissez et mettez-les dans votre esprit. Ces athlètes ne représentent que 5%, peut-être, allons chercher les chiffres exacts, de l'argent qui est généré dans le monde du sport aujourd'hui à l'échelle de la France. Si on souhaite aujourd'hui que ces athlètes, ces sportifs, puissent à un moment donné prendre position, et je vous le dis par connaissance de cause, parce que nous traitons les discussions avec eux, beaucoup sont conscients de ce qui se passe, mais ne savent pas quoi faire. Beaucoup sont rentrés tellement jeunes en centre de formation, ont quitté leur famille, leur quartier tellement jeunes, à 12-13 ans, que quand ils arrivent à 20-21 ans, ils ont fini par conscientiser, exactement comme dans le documentaire, des attitudes et des propos racistes ou des attitudes discriminantes. Tout ça, je pense que c'est par l'élévation. Je pense que c'est par la structuration et l'organisation qu'on peut permettre de dire que nous pouvons nous positionner sur X ou Y sujet. Et c'est par aussi la société civile qu'on peut faire cet accompagnement. Quand Pape Diouf, à un moment donné, en France, président de l'Olympique de Marseille, quand il dit à un moment donné que si nous voulons, il ne s'adresse pas forcément aux footballeurs noirs, il dit mais si nous voulons être respectés, si nous voulons que les bruits de singes arrêtent dans les stades, nous devons montrer que nous avons aujourd'hui un rôle tellement important et clé dans le fonctionnement du football européen, nous devons nous mettre en grève. Oui, je me rappelle de. Exactement. C'était par rapport au propos de l'entraîneur de Bordeaux, là, Willy Sagnol. Exactement. C'est par rapport au joueur noir africain de Willy Sagnol. Alors, il y a Fabrice. Excuse-moi, Bakary, il y a Fabrice qui voudrait intervenir. Et après, Simone, rapidement. Fabrice. Oui, je suis là. En fait, je voulais juste te dire, effectivement, le thème, c'était sport business et compatibilité avec l'activisme. Il y a le mot business dont on n'a pas parlé. Enfin, si Bakary en a parlé rapidement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la discrimination, un athlète, il faut qu'il se finance, il faut qu'il vive, il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et le problème, c'est que le message qu'il veut faire passer sera entendu tant que ce sera compatible avec celui qui paye. Voilà, on s'arrête là. C'est-à-dire que ce soit aux États-Unis où ils ont beaucoup plus de poids et j'ai envie de dire certains sont presque même indéboulonnables. Mais en France, le problème que les athlètes ont, c'est que à un moment, il y a l'inconscient collectif, il y a le public. On est dans la cancel culture en ce moment avec les réseaux sociaux. C'est qu'à un moment, ta voix peut s'élever jusqu'à ce que tant qu'elle ne dérange pas celui qui paye, quoi. Voilà. Et on est dans ce monde-là et c'est compliqué. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de la Formule 1 avec Lewis Hamilton. Voilà, Lewis Hamilton. Il faut savoir que là, aujourd'hui, il y a l'article qui est passé et qu'à partir du début de la saison prochaine, c'est fini. Ils arrêtent le truc de Lewis Hamilton. Il n'a pas été champion du monde, donc d'un seul coup, on repart. Voilà, on a fait les bien-pensants et on revient aux bases. Le vrai problème, c'est qu'on le voit, la plupart des athlètes qui ont fait un activisme poussé, la plupart du temps, c'est à la fin de leur carrière. On le voit avec Lilian Thuram, avec plein de gens qui. Ouais, c'est ça, c'est pas pendant leur carrière. C'est pas pendant leur carrière, parce que voilà. Je voulais dire à Bakary. Parce que c'est une histoire de carrière. Alors après, effectivement, j'ai vu et je le sais et je l'ai entendu aussi avec Bakary, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font dans le down low, c'est-à-dire discrètement. Parce que, déjà, ils n'ont pas envie que ça se sache, mais deux, c'est juste pour pas avoir à répondre. Et ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est qu'on demande à tout le monde leur avis, mais en fait, quand l'avis est donné et qu'il ne correspond pas à celui du bien-pensant de la majorité, il faut le ravaler, quoi. Voilà. Ok, merci. Alors, je voulais juste rapidement donner un exemple. Oui. Pourquoi il faut toujours s'appuyer sur des faits et sur l'histoire. Lilian Thuram n'est pas pour moi le bon exemple, mais dans l'histoire des athlètes de haut niveau qui sont dans le sport business purement, il y a une histoire dans le basket qui me revient assez souvent. C'est un jeune homme qui a bouleversé tous les codes culturels de la NBA. Il s'appelle Allen Iverson. Allen Iverson, c'est pas parce qu'il était un activiste,
c'est parce qu'il a décidé d'être un jeune noir qui reste authentique et lui-même en NBA, tatouage, nattes collées. On a vu la question des nattes collées dans le premier épisode. C'était un vrai, véritable sujet profond de rester avec ses habits, d'être la culture dans laquelle il se sent bien, il se sent le mieux. C'est cette culture de rue, à l'époque, donc c'est oversize, le baggy, exactement la culture hip-hop. Toute la direction de la NBA, les avocats lui sont tombés dessus. Et moi, je pense qu'il n'y a aucune lâcheté chez la majorité de ces athlètes. C'est la complexité de fonctionner à l'intérieur qui fait que, il faut vraiment se mettre à la place de ces gens-là. Un Kaepernick, par exemple, c'est un cas sur 1000. Que ça soit, et j'aime bien ce qu'a dit tout à l'heure Céline ou François, je crois que c'est Céline, qui est que c'est pas une question de noir ou de blanc. Athlète, sport business, quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour atteindre ce niveau-là, qui préserve sa famille, une famille, pas simplement la famille nucléaire, mais la famille même au sens très large, par son salaire, le jour où il veut s'engager dans le syndicat des joueurs sur la question de la révision des salaires, s'il n'est pas structuré, s'il se permet juste de parler sans faire le travail qu'il y a derrière, toute une machine du sport business lui tombe dessus. Et quelqu'un l'a dit, pareil, je ne peux pas le citer, mais c'est un Français, un gros équipementier français, vous allez comprendre de qui je parle, a dit un jour, j'aimerais bien soutenir la communauté africaine ici en France. Mais si je me permets de faire ça, et que tout le monde me tombe dessus, parce que je soutiens la communauté d'Afrique de l'Ouest sur les questions de problèmes de discrimination en France, et c'était sur la question des immigrés à l'époque, sur le problème des sans-papiers, il dit, si on me tombe dessus, est-ce que la communauté pour laquelle j'ai donné corps et âme sera là pour moi le jour où je n'aurai plus rien? C'était une vraie question ce jour-là. Vraiment, c'était une véritable question qu'il était en train de poser. Je m'engage pour le collectif, mais est-ce que si je perds tout, le collectif sera là pour moi? Et là, personne dans la pièce n'a pu lui répondre. Donc, je pense qu'on peut lier. Je pense que dans l'histoire, j'ai pas donné l'exemple du Qatar pour dire que c'est du militantisme ou de l'activisme. Je dis que les gens utilisent le sport dans leur intérêt personnel. Le sport est il génère des milliards chaque année dans son modèle économique et chacun va essayer de tirer la couverture vers lui par le sport médiatique, par le sport performance, par la question du lifestyle, par la communication donc sur les plateformes. Aujourd'hui, quand Netflix va sortir une série de documentaires sur la question du sport, c'est parce que c'est une niche et elle sait qu'elle va toucher un certain public. Je pense que la question de l'activisme sur des sujets bien précis, il s'agit pas simplement de faire peser ça sur un sportif qui a déjà prouvé qu'il était capable d'être dans les 3% des internationaux à atteindre ce niveau-là, parce qu'on parle de 3%, sur des millions de licenciés, seuls 3% finissent par vivre totalement de leur art et du travail qu'ils ont produit. Mais on ne peut pas encore, sur ces gens-là, leur faire porter sous prétexte qu'ils gagnent des millions d'euros aujourd'hui, et je ne les défends pas. C'est parce que je comprends simplement la mécanique de l'intérieur, mais on ne peut pas comme ça leur faire porter tout le poids d'injustice sociale sous prétexte qu'ils sont visibles et qu'ils ont de l'argent. Non, c'est plus complexe que ça. Je pense que des temps comme celui-là, le ciné-club, font partie des moyens qui permettent de structurer une pensée et d'amener vers des actions que ces individus-là peuvent accompagner par leur réseau, leurs moyens financiers, et le fait que demain, s'il faut une levée de fonds, par exemple, ils font une levée de fonds pour construire un média autour du cinéma noir, ce sont des gens qui peuvent faciliter cette levée de fonds, mais à partir du moment où ceux qui vont porter le projet et l'animer au quotidien sont clairs dans leurs propos. Et ça, c'est très important. D'accord. Je suis pas du tout d'accord. Je sais pas si je peux réagir ou pas. Parce que là, du coup, on a Simone on a fait exploser le temps. Alors, on va essayer d'être efficace. Donc, alors, il y a Simone. Donc Simone. Il y a Dealer de livres. Et Françoise. Il y a Eros qui. Eros voulait s'exprimer et Françoise. Et moi aussi. Okay. Céline aussi. Et moi, oui. Donc bon, alors, je mets le chronomètre et je buzz. Simone, dealer de livres, Eros, Françoise, et on finit par toi, Céline. Allez. Non, mais ce sera Céline avant moi, j'ai déjà parlé. Okay. Je parlerai après. Oui. Simone. Alors, moi, je suis juste en train de dire que nous, par exemple, en France,
on ne perçoit pas encore que l'activisme est en train de se déplacer. Aux États-Unis, chez les sportifs, il s'est énormément déplacé. Il y a actuellement Kyrie Irving, c'est à suivre, qui est en train de donner de la voix pour les communautés noires. Et ils ont publié un communiqué récemment d'un syndicat qu'ils ont eux-mêmes avec Avery Bradley créé, où ils veulent vraiment, ils demandent entre autres l'arrêt de la saison pour permettre du moins dans leurs revendications, eux, ils ne peuvent pas jouer dans un championnat où les athlètes, où les populations noires sont durement impactées. Bref, une chose, quand je disais juste que c'est en train de se déplacer, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup de sportifs noirs mettent en place des actions et se lancent dans l'investissement dans le sport même pour faire progresser les causes. Je pense qu'il faut entrer dans les capitales. On a vu Serena Williams, Candace Parker, ils ont été propriétaires d'une franchise NFL. Naomi Osaka ils sont aussi. Pas propriétaires, elles sont actionnaires. Non, ils ont investi. Ils sont dans les propriétaires. Ils sont dans les propriétaires. Oui. Ils sont dans les propriétaires, mais ils sont pas majoritaires chez les Miami. Ils sont pas majoritaires, mais ils sont dans les. Si tu préfères, ils sont dans les actionnaires. Voilà. Exactement, voilà. Voilà, j'emploie le mauvais terme. Ils sont dans les actionnaires. Et puis, l'activisme, c'est aussi réfléchir à la manière dont on fait les choses différemment. Kevin Durant a mis en place des actions pour aider des jeunes noirs à investir, par exemple, en bourse et tout ça. Il dit, j'aime bien quand les jeunes ont des Nike, mais je préfère encore mieux quand ils ont des actions Nike. Donc, maintenant, de ce côté-là, juste pour terminer, tout l'activisme est à revoir. L'activisme tel qu'il est pur et simple. Un activisme, par exemple, qui a réussi, je terminerai là, c'est Venus Williams. Venus Williams, au début des années 2000, elle demande à tous les tournois du Grand Chelem, maintenant, vous allez nous donner la parité, somme égale, hommes et femmes, dans tous les tournois du Grand Chelem. Il n'y avait pas grand monde pour la soutenir, mais pour autant, elle n'a pas abandonné. L'activisme, comme moi je le dis aujourd'hui, il doit être constructif. On sait plus forcément, on peut manifester notre mécontentement et tout ça. Il y a beaucoup de coups à prendre dans ça. L'une des celles qui a beaucoup pris de coups, c'est Naomi Osaka. Quand elle décide de porter les masques et autres, elle est jugée. Maintenant, nous, en tant que citoyens, il faut nous-mêmes nous prendre en charge et nous-mêmes entrer dans l'activisme aussi. L'activisme ne peut pas reposer sur les sportifs seuls. D'accord. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup, Simone. Rapidement, dealer de livres, bonsoir. Dealer de livres, bonsoir. Allô, vous m'entendez? Ouais, très bien. Vas-y. Super, bonsoir à toutes et tous. Bon, rapidement, parce que je suis un peu débordé là avec les enfants. Déjà, merci d'organiser cette discussion. Je trouve que vous avez été quand même assez sévère avec le documentaire, hein. Enfin, le film documentaire, le docu-fiction. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et effectivement, en fonction du niveau de connaissance qu'on a déjà sur les sujets qui sont abordés, on peut trouver ça plutôt light. Mais moi, j'ai trouvé que la forme était pas mal et le fond aussi. Ouais, il y a pas mal de sujets qui sont abordés. Alors, sans doute pas en profondeur, mais bon, j'ai quand même entendu citer Assata Shakur, Kwame Nkrumah, le colorisme, etc., la problématique de l'adoption, voilà, de parents blancs qui connaissent pas forcément la culture afro quand ils adoptent un enfant noir. Donc, bref, moi, j'étais plutôt pour. Après, par rapport à la question enfin, j'ai plutôt aimé, je veux dire. Par rapport à la question de l'activisme et du sport, j'ai une question que je me pose là et que je pose un peu à tout le monde et j'aurais pas forcément la réponse ce soir, mais c'est pas grave. C'est pourquoi est-ce qu'on attend autant des sportifs? Voilà, pourquoi est-ce qu'on attend autant des sportifs? Ça pourrait peut-être aussi être le cas des artistes. Comme Bakary l'a dit un peu précédemment, je crois qu'ils n'ont pas forcément autant de poids qu'on pense, surtout dans l'exemple américain, quand on sait que voilà, la NFL, la NBA, moi j'y connais pas grand-chose, mais les propriétaires des clubs font que Kaepernick, on a bien vu l'exemple, hein, depuis qu'il a mis son genou à terre, tout le monde l'a boycotté. Bon, est-ce que ça a fait avancer la cause ou pas, je sais pas, mais
il y a aussi un problème au niveau de qui est propriétaire, qui décide quoi. Et donc, pourquoi est-ce qu'on attend autant des sportifs alors que il y a peut-être d'autres enjeux, d'autres endroits où ça peut se jouer. Et il y a peut-être aussi d'autres personnes qui peuvent avoir une influence, même si voilà, on sait que les sportifs, d'accord, ils ont médiatiquement, ils ont un impact parce qu'ils sont vus et revus, etc. On les met en avant. Mais voilà, est-ce que finalement, l'image qu'ils ont, est-ce qu'ils ont autant de poids que ça, quoi? Bon, voilà, je vous laisse. Merci en tout cas. Je continue d'écouter, mais Merci là, à toi, Luc. je dois changer des couches là. Merci à toi, Luc. Eros, rapidement. Après, Luc, je suis solidaire. Céline et Françoise. Vas-y, Eros. Je suis solidaire du changement de couche. Super débat. C'est plaisir d'entendre Bakary que j'ai pas vu depuis longtemps. Je suis d'accord avec ce que lui dit, et ce que Simone dit sur le fait de l'investissement qu'on minimise souvent des sportifs. Si on revient à Kaepernick, rappelons à quel point ceci lui a coûté, ça a coûté sa carrière. Il y a eu un événement il y a 2 ans et il y avait des forces spéciales à Fort Bragg, si je ne me trompe pas, qui se sont entraînés en utilisant Kaepernick comme cible. Donc c'est pour vous dire à quel point le niveau de détestation d'une partie de l'Amérique blanche, Trump avait dit de lui que c'était un son of a bee et qu'il fallait lui et des gens comme lui les frapper. Donc le niveau de violence que prendre la parole en public et défendre une cause suppose aux States comme en France est très dur. Il y a un Kaepernick pour 1000, comme il y a un Mohamed Ali pour 10 000. Exactement. Et pour autant, il ne faut pas oublier, par exemple, si on revient à la question française, les sportifs, notamment noirs, peut-être que nous leur demandons peut-être trop, pour revenir à ce que Luc disait. Si vous prenez un jeune comme Mbappé, qui est extrêmement jeune, et Bakary avait raison de nous rappeler, un sportif, c'est quelqu'un qui a passé son temps à se sacrifier. Il n'a pas eu de jeunesse et de petite enfance. Sa carrière est très courte parce qu'il est sujet à être blessé, dans le cas d'Hamilton, à éventuellement mourir sur une piste de F1, et son niveau d'influence est très très relatif. Mais merci. Et quelqu'un comme Mbappé, par exemple, n'oublions pas que durant l'avant-dernière Coupe du Monde, Mbappé a donné tous ses gains de l'équipe de France à des assos. Exactement. Que la fondation Emmaüs peut compter sur lui régulièrement. Il donne régulièrement de l'argent sur Emmaüs. Moi, je vis à Noisy-le-Sec, à côté de Bondy, là où il a grandi. Il vient régulièrement dans son quartier et il agit pour son quartier. Moi, je pensais à des mecs comme Évrard qui ont agi énormément aux Ulysses. Il y a beaucoup plus d'actions, notamment pas très connues, de sportifs qu'on ne le pense. Mais la prise de parole, la violence, on en discutait récemment avec Essimi, Lewis Hamilton, pour moi, a en partie perdu son titre parce qu'on lui aura reproché ses prises de position par rapport au mouvement noir. Donc, il faut vraiment comprendre, et ce que dit Bakary est très fort, c'est que le niveau d'investissement, le bénéfice risque-gain pour la communauté est relatif. Un sportif ou une sportive peut prendre la parole, avoir un impact très relatif sur un sujet, mais pour autant perdre sa stature, sa position d'influence, alors que mieux vaut cumuler de l'influence, du capital social et d'influence pour agir au bon moment. Et je finirai par Jackson, par rapport à ce que disait Bakary et le doyen de la fac. Aujourd'hui, lorsqu'on revoit Michael Jackson, on se rend compte qu'il a énormément agi pour la communauté en secret, alors qu'on pensait juste que c'était quelqu'un qui ne s'aimait pas et qui n'aimait pas ce qu'il était. Donc, le débat activisme sportif ou pas, voilà. Et c'est vraiment, il faut prendre ça avec des pincettes, rendre la question complexe, et alors qu'on est tous engagés militants, pour se dire, un mec comme Mbappé, qui n'a que je sais plus quel âge, il a déjà beaucoup fait. Voilà. Merci, je coupe mon micro, et bientôt j'irai changer une couche aussi. Ok, merci Eros. Céline, rapidement. Merci. Pourquoi rapide? Je vais rester. Non, mais rapidement, je te dis rapidement, comme ça tu peux dire ce que tu veux, mais tu sais que le temps nous est c'est pas faire, Simi. C'est ça. Oh, vraiment, c'est pas gentil. Non, ce que je voulais dire, c'est le premier point, c'était par rapport à ce qu'avait dit, je crois, bon, je ne m'appelle plus. Bon, bref. Le film en tant que tel, pour moi, s'adresse vraiment à ce que je voulais dire initialement quand j'ai été coupée, à une population métisse, vraiment, parce que je ne comprenais pas non plus pourquoi le film avait été fait. C'est en voyant les réactions notamment du basketteur Rudy Gobert, qui lui s'était senti complètement... il était complètement en lien avec ce que le film racontait. Donc, je comprends pourquoi nous, ça ne nous parle pas forcément, mais pour des gens qui
pour des personnes qui ont cette dualité en eux, il y a beaucoup de points, beaucoup de points en commun. Donc ça, c'était le premier point que je voulais dire. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que sur le thème, moi, j'ai l'impression qu'en France, on demande aux sportifs d'être actifs parce que ils ont de l'argent. Et on associe l'activisme avec le côté financier. Et du coup, on leur demande toujours de mettre de l'argent. Il faut qu'ils payent pour ceci, il faut qu'ils payent pour cela. Et moi, ça me dérange. C'est-à-dire que, parce que tout ce qui est financier ne veut pas dire que ça va réellement dans les causes et pas forcément dans les poches d'autrui. Mais c'est pas forcément une bonne chose. Ça ne fait pas évoluer la cause. On a bien vu, je sais pas, moi, vous voyez bien, hein, c'est un effet peut-être temporaire, mais sur le long terme, c'est pas, enfin, les sportifs vont pas faire avancer en profondeur, notamment, en tout cas, la cause des inégalités dans des quartiers ou parce il manque, je sais pas, parce qu'on n'a pas assez d'infrastructures pour X et Y. Ok, ils vont payer peut-être, mais ils peuvent pas être sur tous les sujets. Donc, moi, je suis assez un peu dubitative et sachant qu'en plus, quand on regarde historiquement toutes ces fondations qui ont été créées où il y a de l'argent en jeu, ça finit jamais vraiment bien. Hein. Plus il y a d'argent et plus il y a d'escroquerie et plus il y a de fraude. Donc je suis pas forcément très très pour ce type d'activisme en tout cas. Je pense que c'est tout le monde qui doit y être et c'est tout le monde tout le monde à son échelle doit être actif et ne pas faire peser le poids d'un changement sur des sportifs quoi. Je trouve que en tout cas au long terme ça sera pas du tout productif au niveau structurel quoi. Ça apportera rien, ça apportera que des micro engagements et sur le long terme on parle pas de choses en profondeur donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur le sujet. Ok, merci Céline. Et donc j'ai fait court, tu vois. Oui, tu as fait très court. Françoise, tu as le dernier mot juste pour finir, alors je suis vraiment pas d'accord avec pas mal de choses que j'ai entendues ce soir et notamment ce que vient de dire Céline. Donc nous, on nous demande au commun des mortels d'être militants, d'être activistes, d'être X, Y, Z. Mais donc les sportifs qui ont effectivement une exposition, qui ont pour certains, mais gagnent plus qu'on va pas tous gagner dans notre vie pendant les 20 prochaines années ou les 200 prochaines années, à eux, on ne doit pas leur demander, en fait, de se positionner. Mais je trouve ça juste hallucinant, en fait. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Peut-être que je me suis mal exprimée, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et juste pour... merci de pas me couper la parole, Céline. Non, mais juste... qui est une très bonne amie, by the way. Et juste, je trouve que Colline a bien démontré, en s'étant engagée, qu'il y a quand même une vie, alors à quel prix, mais qu'il y a quand même une vie après le sport, en fait. Ou en tout cas, bien sûr, que peut-être sa carrière sportive. C'est exceptionnel, Colin Kaepernick. S'il n'était pas le meilleur joueur de la ligue, peut-être que... Non, c'est même pas non, mais on est en train de se dire justement qu'on ne demande pas aux gens de s'engager. Et by the way, ces sportifs, ils ont du pognon grâce à nous. Parce qu'il y a des sponsors ou X, Y, Z, parce qu'on va payer pour les matchs, parce qu'on va acheter les produits de consommation qui seraient mis en valeur par rapport au sponsoring, par rapport à la diversification. Donc, il y a un moment que j'ai du mal, en fait, à comprendre. Si on prend la partie business, ils sont super bien payés grâce à nous, en fait. Donc, on est en train de se dire, il faut les protéger, il ne faut pas trop leur en demander, parce qu'ils ont beaucoup de pognon et ils ne vont pas faire grand-chose. Mais je trouve que c'est la tête à l'envers. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais super débat, super intéressant. Merci. Alors, il y a Boubacar. J'ai laissé Bouba monter parce qu'il vient de loin. Et donc, même si on est sur Clubhouse, il va falloir qu'il fasse très court, Boubacar, parce qu'on doit conclure la room. Allez, en une minute, Bouba. Allez, une minute, ouais, je viens de loin, je viens de Grigny, ouais. C'est ça, exactement. Allez, en une minute. Une minute, d'accord.
moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Monsieur Eros, que j'ai pas vu depuis super longtemps d'ailleurs. Moi, je C'est pense les que retrouvailles quoi ce soir. c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Vas-y, Tu vois, et moi, je pense que cumuler de l'influence et prendre, comment dire, en prendre en influence et agir au bon moment, je pense que c'est la bonne, enfin, je pense que c'est une stratégie intéressante. Et après, moi, ce que je me dis, c'est que souvent, on invective les sportifs. On se dit que ils devraient agir plus. Mais comme certains l'ont dit dans cette salle, il y en a qui sont partis en centre de formation quand ils étaient plus jeunes et ils sont même pas au fait de vraiment la réalité sociale en vérité. Donc moi, je me dis que dans ce monde qui n'est pas le nôtre, qui est contrôlé par les mêmes depuis je ne sais combien de temps, c'est un peu compliqué de pouvoir y faire sa place, mais voilà, je pense que pour rebondir encore une fois sur ce qu'il disait Eros, je pense qu'à un moment donné, il faut agir au bon moment et voilà, dans ce monde qui n'est pas le nôtre, on peut nous mettre des barrières assez facilement si dès le départ on commence à déclarer nos vraies pensées. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais merci Bouba. Alors, on va aller vers la conclusion. Le programme, l'agenda des cinémas. Désolé, 1, 2, 3, 4. Vas-y. L'agenda des événements culturels afro. Est-ce que toi, Essimi, t'as vu quelque chose? Oui, mais je te laisse la primeur de le dire au centre. Alors, ce week-end du 11 au 14 février, au centre Georges Pompidou à Paris, il y a une carte blanche à la réalisatrice Alice Diop. Et donc, il y a pas mal de projections, de rencontres, de débats, des projections de ces documentaires, évidemment, mais également des projections de courts-métrages et de longs-métrages d'autres réalisateurs, dont Steve Tienche, qu'on avait reçu récemment et qui va présenter son court-métrage lundi 14 février. À 14h30. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site du Centre Pompidou et réserver vos places pour les séances qui sont payantes, mais il y a aussi des séances qui sont gratuites, renseignez-vous. Il y a toujours le festival Tigritude qui continue au Forum des Images, donc juste à côté également, avec pas mal de très bons films africains. Et donc voilà, faites-vous votre culture du cinéma africain au Forum des Images jusqu'au 24 février. Et voilà pour moi, pour l'essentiel de l'actualité du cinéma. De l'actualité, ouais. Juste une chose. Ouais. Simone. Oui, les nominations aux Oscars sont tombées. Ah oui, bien vu. Voilà, donc ça concerne particulièrement notre sujet de ce soir. Will Smith, quasiment tout le film La méthode William, et ils ont obtenu des nominations dans toutes les bonnes catégories. Ils ont eu 6 nominations. Et à ce propos-là, il y aura la semaine des Oscars, donc qui arrive à la dernière semaine du mois de mars. On a une room et on fera sur le film La tragédie de Macbeth de Joel Cohen avec Denzel Washington, qui est aussi nommé dans la catégorie meilleur acteur pour Macbeth. Et on fera la room sur le film Macbeth qui est visible sur Apple TV+ actuellement. Voilà. Juste une chose avant que vous ne terminiez, je voudrais rappeler l'exposition Sarah Maldoror au Palais de Tokyo. Et juste une chose, et juste vous demander une chose, est-ce que vous pourriez faire une émission sur le patrimoine culturel cinématographique, notamment de l'Afrique, dont on n'arrive pas à diffuser les œuvres. Même Tigritude a eu ce problème. Les œuvres ne sont pas diffusables parce que les gens ne sont pas propriétaires. Par exemple, pour l'exposition Sarah Maldoror, c'est René Château qui est propriétaire des œuvres, de l'une de ses œuvres, et les filles n'ont pas eu l'autorisation vraiment de la diffuser. Et ça, c'est un véritable problème aujourd'hui pour le patrimoine culturel africain. Voilà ce que je voulais vous dire. On va réfléchir de comment on peut organiser ça, peut-être via une masterclass à voir. Merci en tout cas. Et
On parle beaucoup, nous, de ça en ce moment, à Black Movie et d'autres personnes que je connais autour du cinéma. Il faudrait lancer quelque chose, en fait, pour qu'il y ait un débat qui s'installe sur ça. Merci beaucoup. Hein. On va y réfléchir, il n'y a pas de souci, Simone. Merci, Simone. Merci, Bakary. Je sais pas si tu as un dernier mot avant de partir, avant qu'on conclue, vu que tu étais notre invité d'honneur. Non, merci pour l'invitation. La discussion, elle mérite un second temps pour poursuivre. Oui. Mais c'est hyper intéressant, mais je pense qu'il faut poursuivre ce genre de sujet, parce que mon mot de la fin, c'est vraiment que peu importe les mini désaccords, mais en fait on est d'accord, c'est parce qu'on n'a pas le temps de s'exprimer et de pousser la réflexion. Et je pense que ce qui est important avec ce que vous faites là aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on amène à amener la construction d'une pensée, comment on s'élève tous ensemble et qu'on amène surtout, plus que la critique d'un propos ou d'un sujet, c'est qu'est-ce qu'on définit ensemble et surtout, je termine avec ça, quelle décision on prend tous ensemble. Ok. Merci beaucoup, Bakary. C'est la fin de cette room consacrée au film Colline en noir et blanc. Et Simi, dans 2 semaines, qu'est-ce qu'on fait? C'est une masterclass. Vous saurez dans quelques jours l'invité. Il y a encore quelques petits détails à régler. Donc, ça sera une masterclass, comme on l'a fait la dernière fois avec Zan Palsy. Là, je pense que ce sera un acteur ou une actrice sur sa carrière et tout. Et vous pourrez lui poser la question. Vous aurez le nom dans quelques jours. Voilà. On règle encore quelques petits détails et puis on vous donnera la personne qui sera... Donc, suivez la page Instagram si vous voulez savoir le programme. Évidemment, vous suivez le club Ciné Club Afro, vous suivez Simi, moi-même, Atisso, Céline, Françoise. Et Rose bientôt aussi maintenant, parce qu'il commence à être un régulier. Et je vous remercie à tous. Merci. Merci, c'était top. Ouais, merci, Bakary. Encore une fois de plus. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Et comme dirait notre cher ami Quentin Tarantino, vive le cinéma, et notre grande sœur Zan Palsy, vive notre cinéma. Bonne soirée à tous et à dans 15 jours. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur 2 à 19h30.